Place à notre grand angle. Au début des années 2000, il fut Premier ministre d'Ange Félix Patassé. En 2011, il a été candidat malheureux face à François Bozizé. Il est pressenti pour être candidat à la prochaine présidentielle centrafricaine prévue l'an prochain. La semaine dernière, on a appris que Catherine Samba-Panza, présidente de transition, ne se présenterait pas à ce scrutin. Martin Ziguélé n'a aujourd'hui pas de mots assez forts pour dénoncer l'incurie de l'État centrafricain. Croit-il que son heure est venue ? Martin Ziguélé est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc ancien Premier ministre centrafricain. Vous êtes le président d'un parti d'opposition que vous allez me rappeler. Je ne l'ai plus sous les yeux. Le voilà. Du président du mouvement de libération du peuple centrafricain. Alors, première question, vous avez sans doute l'information, depuis lundi, au moins 70 personnes sont mortes à Bambari. Les forces françaises et africaines semblent incapables d'assurer la sécurité dans le pays. On a le sentiment que les violences ne font que se déplacer. Oui, c'est vrai, les violences s'accentuent. On parle même, mésovocé, d'une centaine de morts. Et nous voyons le cycle qui a commencé depuis l'ouest du pays se dérouler inexorablement vers l'Est, d'où la nécessité d'aller rapidement à une solution drastique de cette situation. Alors, vous serez également interrogé au cours de cet entretien par Denise Epoté, qui est directrice Afrique de TV5 Monde. Pour vous, Martin Ziguélé, le départ des troupes tchadiennes n'était pas un bon signe. Alors, parviendra-t-on à sécuriser un jour ce pays et comment ? Vous savez, la géographie est un élément permanent dans la vie des nations. La géographie ne change pas. L'histoire peut évoluer, mais la géographie ne change pas. Nous sommes frontaliers du Tchad, nous avons 1200 km de frontières, il n'y a pas de barrière naturelle. Et je pense que le règlement, au fond, de la crise centrafricaine nécessite l'implication du Tchad. Je pense que si on veut aider ce pays, au-delà de la passion, au-delà des récriminations ou des frustrations qui peuvent être légitimes, il faut que le Tchad soit partie du jeu. Alors, en ce moment, demain s'ouvre le sommet de l'Union africaine à Malabo. Il sera longuement question de la Centrafrique. Le Tchad peut-il revenir au sein des troupes qui aident la Centrafrique ? D'abord, je dois préciser que c'est l'armée, le détachement tchadien qui a quitté la RCA, mais le Tchad assure toujours la présence de la CEAC, donc du problème centrafricain. Le Tchad est présent dans la MISCA, dans sa forme, etc. Mais Idriss Déby peut-il revenir sur cette décision ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une solution, qu'elle soit politique ou politico-militaire, où la présence tchadienne soit effective dans le cadre du règlement de la crise tchadienne. On ne peut pas, c'est comme la France et l'Allemagne, vous ne pouvez pas développer une politique de défense, de sécurité économique et tout en France en tournant le dos à l'Allemagne. C'est la même chose pour la RCA. Nous sommes tellement imbriqués par la géographie. Je vous dis, des 6 pays frontaliers de la RCA, le Tchad est le seul où il n'y a pas de barrière naturelle entre nos deux pays. Ni fleuve, ni forêt, ni quoi que ce soit. Donc, on doit être réaliste dans le règlement de cette crise-là. On doit impliquer le Tchad. On ne peut pas faire sans le Tchad. Il faut se dire un certain nombre de choses lorsque c'est le cas, mais il faut être inclusif dans la démarche. On ne peut pas parvenir à un règlement, je crois, de la crise centrafricaine dans la durée si on exclut le Tchad de ce règlement-là. Est-ce que vous pensez que le nombre de soldats français et africains présents actuellement sur le sol centrafricain est suffisant pour rétablir la sécurité dans un pays, on le rappelle, grand comme la France et la Belgique réunis ? Et le Luxembourg réunis. Je voudrais dire tout simplement, avant de commencer, que je rends vraiment hommage aux forces aussi bien françaises que de la MISCA, parce que si elles n'étaient pas intervenues en décembre dernier en Centrafrique, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait même pas de pays. Et ça, c'est une réalité. Elles ont stoppé la descente aux enfers de ce pays. Mais aujourd'hui, au vu de ce qui se passe sur le terrain, vous voyez que chaque fois qu'on pense avoir été un foyer de crise ici, il se renouvelle quelques kilomètres plus loin. Et le pays, comme vous l'avez dit, est vaste. Non seulement vaste, mais avec des problèmes de communication très importants. Donc, aujourd'hui, manifestement, l'effectif des forces sur le terrain est insuffisant. Mais on se rend compte aussi et d'autant plus que les forces armées centrafricaines ne sont pas jusqu'aujourd'hui impliquées dans la sécurisation du pays, ce que je déplore, bien sûr. Martin Ziguélé, on se rend quand même compte que le tout sécuritaire, 6 mois après, n'a rien réglé. Mais vous savez, le problème que nous avons, c'est que nous ne partageons peut-être pas les mêmes analyses avec d'autres policymakers des solutions de la crise centrafricaine. C'est une crise qui est d'abord politique. C'est une crise de gouvernance. C'est une crise
de la République, c'est l'échec de la construction de la citoyenneté. Donc cette crise-là ne peut être résolue que dans le cadre d'une concertation impliquant fortement des forces politiques. Ça n'a pas été toujours le cas. Ouais. Et lorsque vous êtes politique et que vous posez ce problème, on vous dit non, vous êtes en train de chercher des prébendes, non, est-ce que vous êtes en train de poser des faux problèmes? Mais la réalité est là. Alors, c'est un problème politique. Là, on va y revenir sur la faillite de l'État centrafricain, puisque vous avez été, on l'a dit vous aussi, Martin Ziguillet, Premier ministre centrafricain. Alors vous dites que l'intervention militaire française avec l'opération Sangaris, alliée aux opérations africaines, a mis fin à la descente aux enfers. Je vais vous dire ce que dit un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme. Elle parle de crimes contre l'humanité perpétrés en RCA et ça continue. Ceux qui donnent des ordres, je cite, aujourd'hui sont en train de se rendre coupables d'une épuration et de commettre des crimes internationaux dont ils devront rendre compte. Ce rapport s'intitule « Ils doivent tous partir ou mourir ». Oui, je suis tout à fait d'accord avec la position de la FIDH parce que mon parti, le MLPC, je crois, au sein de l'Alliance des forces démocratiques pour la transition, nous étions les premiers à dire depuis le mois de décembre de l'année passée qu'on ne peut pas parler de réconciliation dans notre pays sans en passant, si vous me permettez l'expression, jambes croisées sur la justice. Il faut que les auteurs, les co-auteurs et les complices de ces crimes contre l'humanité, des crimes de sang, des crimes économiques aussi, parce que le problème de la RCA, c'est un problème de prédation, c'est un problème de captation illicite de la rente de diamants, la rente de l'or, la rente du bois, la rente de la faune, etc., etc. C'est ça le vrai problème. Donc il faut que la parole revienne à la justice, que la justice passe et la réconciliation viendra. Ça a été le cas en Afrique du Sud, ça a été le cas au Cambodge, ça a été le cas en Haïti. Pourquoi ça ne serait pas vrai en Centrafrique? Je ne suis pas contre la réconciliation, mais justice d'abord. Mais comment expliquez-vous que les milices anti-Baleka qui commettent des violences pour se venger des crimes commis par la Séléka, comment expliquez-vous que ça continue? Pourquoi est-ce que ce cycle infernal ne prend pas fin? Mais parce que tout simplement le désarmement tel que voulu par la résolution 21-27 des Nations Unies n'est pas appliqué de manière intégrale et sans ambiguïté et exhaustive. Il n'y a pas de bonne milice. Il n'y a pas de bonne milice. Quand quelqu'un perd sa vie, ça peut venir d'une milice A ou B. Est-ce qu'il y a une bonne armée Elle aura perdu sa vie. Est-ce qu'il y a une bonne armée aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'il y a une bonne armée centrafricaine aujourd'hui? Mais l'armée centrafricaine existe et l'armée centrafricaine doit être restructurée. L'armée, on doit faire le tri entre le bon et le mauvais élément. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a une partie de l'armée qui peut-être compte beaucoup plus sur un homme que sur la République. C'est d'actualité, tout le monde le sait. Donc il faut faire le tri. Il faut faire le tri, mais on ne peut pas rejeter toute l'armée en disant, puisque dans l'armée centrafricaine, il y a des anti-Balaka, donc on ne peut pas restructurer l'armée, on ne peut pas la faire monter en puissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'effectif, comme vous l'avez dit au début, et pour que cet effectif soit critique, pour que la masse de ceux qui portent légalement les armes soit critique, il faut penser à réhabiliter rapidement. Alors l'aspect politique les bons maintenant, grains de FACA. Si vous le voulez bien, Martin Ziguillet, vous avez évoqué la prédation économique en Centrafrique, ça tombe bien puisqu'avant-hier même sur ce plateau, Thierry Vircoulon du laboratoire d'idées et International Crisis Group évoquait la prédation. Il évoquait aussi l'incapacité de la classe politique centrafricaine à créer justement un État digne de ce nom. Écoutez. Je crois qu'il est très important que la classe politique centrafricaine prenne la mesure de la crise du pays actuellement, de l'effondrement complet de l'État, et ne reste pas sur d'anciens schémas, notamment sur les précédents schémas de gouvernance qui ont conduit le pays dans la situation dans laquelle il est maintenant. Parce qu'on a beaucoup parlé d'agression extérieure, on a beaucoup parlé de complots islamistes, etc. Il faut surtout regarder les 20 dernières années de la gouvernance des pouvoirs centrafricains. Martin Ziguillet, Joe Wilbert Sako, candidat à la présidentielle, était venu il y a quelques semaines sur notre plateau. Vous, comme lui, vous dénoncez la faillite de cet État. Tous les deux, vous avez été dans des gouvernements, aux affaires, au sommet de l'État. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que la Centrafrique est en difficulté depuis des dizaines d'années? Mais la République centrafricaine est en difficulté depuis des dizaines d'années parce que tout simplement, c'est comme des élèves dans une classe. Au début de l'enseignement à l'école, il y a des élèves qui sont brillants, d'autres qui le sont moins, peut-être parce qu'ils ont été distraits et parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions au départ. Je crois que, je ne résume pas tout à cela, mais la disparition précoce de Boganda nous a créé beaucoup de problèmes. Parce que nous sommes arrivés à l'indépendance, en réalité... Premier président de la Centrafrique, on le rappelle. Justement, qu'avez-vous fait disparu 3 mois avant l'indépendance. Et je pense que beaucoup de temps a été perdu dans une lutte
entre 2-3 personnes pour gérer le pays. Et cette lutte-là a fait perdre de vue la construction de l'État. Et puis, la construction des bases d'une économie productive. Je le disais tout à l'heure, le problème centrafricain, l'un des aspects, comme dirait M. Virkoulon, c'est le problème de la prédation. Si vous voulez, la solution au problème centrafricain aujourd'hui, c'est la rupture dans la rupture qui doit se faire dans la façon de gérer l'État. Il faut construire une république, mais dans la citoyenneté. Il faut que les Centrafricains arrêtent de raisonner par rapport à leur religion et par rapport à leur origine régionale. Il faut qu'ils sachent que nous sommes dans une république, que nous devons construire une république et que tout ce qui constitue une richesse dans ce pays-là doit être géré au profit du plus grand nombre. C'est pour ça que j'ai trouvé que le rapport d'International Crisis Group est l'analyse la plus intelligente que j'ai lue sur la crise centrafricaine. Parce que c'est un problème de lutte à mort autour d'une rente, captation de la rente, détournement de la rente au profit d'une catégorie de personnes et non, donc la construction de l'État est laissée de côté. Donc le plus fort prend le pouvoir, lorsqu'il s'affaiblit parce qu'à cause des contradictions internes à des rentiers, il perd le pouvoir, d'autres reviennent et recommencent le même processus de captation de rente. Donc il faut briser ce cercle-là par l'amélioration qualitative, par la rupture dans le modèle de gestion. C'est pour ça que si j'ai le temps, je peux vous développer ce à quoi je pense. Martin Ziguélé, comme vous aviez été, comme le rappelait Mohamed Kassi, Premier ministre vous-même, vous êtes tous donc comptables de cet échec de la Centrafrique. Alors qu'avez-vous fait? Vous citiez à juste titre Barthélemy Boganda, le premier président de la RCA. Qu'avez-vous fait de son héritage? Je ne viens pas ici vous dire que je suis le Centrafricain le plus beau, le plus responsable, le plus efficace quand j'étais aux affaires. Je suis naturellement responsable aussi en partie de ce qui est arrivé à mon pays. Mais je voudrais dire une chose. Je suis resté 23 mois et 15 jours Premier ministre. Je n'ai pas eu un seul centime d'aide budgétaire extérieure et j'ai payé 23 mois de salaire. Pourquoi on a fait ça? Avec l'équipe gouvernementale que je dirigeais. Parce que tout ce qui devait 1 centime à l'État le payait. Je n'ai jamais été mêlé, je ne me suis jamais intéressé à la prédation ni à la rente. Alors, je ne me suis jamais mêlé au diamant, à la forêt, à l'or ou à l'ivoire ou à quoi que ce soit. J'ai fait mon travail, j'ai fait en sorte que chacun respecte ce qu'il devait faire à l'État et je suis allé même plus loin. J'ai déclenché un système de lutte contre la corruption qui m'a amené à mettre en prison mes propres collaborateurs au gouvernement. Donc, chacun peut, s'il veut, apporter sa pierre à la construction. Apporter sa pierre aux bonnes pratiques pour sauver ce pays. Serez-vous Martin Ziguélé, candidat à la présidentielle qui devrait se dérouler l'an prochain en Centrafrique? J'ai été candidat en 2005, je suis arrivé au 2e tour contre François Bozizé. J'ai été candidat en 2011. Je suis militant d'un parti structuré, le MLPC. Je ne m'autoproclame pas candidat parce que je trouve ça indécent. Et aujourd'hui, mon peuple souffre. Ce n'est pas le moment de parler de moi-même, mais je pense plutôt aux solutions pour mon peuple. Mais si il advenait que le MLPC me demande de reprendre la lutte, je la reprendrai parce que je suis militant. Martin Ziguélé, ancien Premier ministre centrafricain, président donc du MLPC, le Mouvement pour la libération du peuple centrafricain. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Denise Epoté, d'avoir participé à cet entretien. Je rappelle que vous êtes directrice Afrique de TV5 Monde.